Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morgan in Black. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté de répondre aux questions d'OVNI France. Mais je t'en prie et bonjour à tous et merci pour l'invitation. Toujours prête à partager sur le sujet. Avec grand plaisir. Alors, tu as eu la grâce de voir ce qu'on appelle un petit gris. Alors, on va commencer par le commencement. C'était quand, où? Alors, la grâce, je ne sais pas déjà, mais mais on va dire que oui, en effet, c'était le 17 juillet 2020, en fait. Et on était plusieurs, on pique-niquait normalement au col de Vence, comme on le fait d'habitude avec certaines équipes et cetera. Donc là, j'étais avec une autre équipe que celle avec qui je suis d'habitude. Et donc une des personnes, que j'appellerais M, donc avait une caméra infrarouge avec lui et on s'était dit: «On va, vers à peu près 1h30, 2h du matin, on a décidé d'aller, au lieu-dit qui s'appelle le Bois du Loup». Alors c'est un lieu où je n'avais pas encore été parce que, on va souvent sur le parking Saint-Barnabé, au lieu-dit des Trois Pierres, au lieu-dit du bruit aussi, où il y a, effectivement un bruit qui s'entend, qui peut être pendant longtemps, on pensait que ça pouvait être lié, aux lignes de tension qu'il y a, juste au-dessus. Le seul souci, c'est que des fois, le bruit est différent et peut nous suivre jusqu'à chez nous aussi. Donc là, on parle d'un bruit quand même assez spécial et qui ne serait pas dû aux lignes de haute tension, à chaque fois en tout cas. Et sans compter que cet été, on a vécu aussi quelque chose à ce niveau-là, mais j'y reviendrai. D'accord. Et donc, ce qui s'est produit, c'est on se retrouve donc au lieu-dit du Bois du Loup. À savoir que M, la personne qui avait la caméra avec lui, c'est quelqu'un qui vit des phénomènes chez lui depuis de très nombreuses années. Et donc c'est vrai que j'avais eu une conversation avec lui au préalable en lui disant que peut-être il faudrait qu'il voie avec un spécialiste dans le domaine, peut-être qu'il pourrait être parasité ou pas, et cetera. Et j'en avais parlé assez rapidement, pas en profondeur. Mhm. Et donc, quand on se retrouve au Bois du Loup, on était à l'entrée du bois. C'est-à-dire qu'on a un parking, en fait, qui est juste en face, donc on est non loin des voitures. Et on est d'abord allé se promener jusqu'au plateau du Loup, en sachant que j'avais une oppression dans la poitrine, chose que j'ai rarement. À savoir que je suis habituée au col, je suis habituée à la nuit en montagne, je pars seule en voiture. D'accord. Euh, je suis à 1 heure du col environ, et c'est vrai que je fais la route seule à 4 heures, 3 heures du matin, en pleine montagne. Tu n'es pas une femme trop heureuse. Généralement non, hein, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai fait plein de choses quoi en fait, et souvent seule. Donc voilà, et donc on va sur le plateau du Loup, on plaisante parce que sur le coup il n'y a pas de phénomène plus que ça, et à ce moment-là je prends sa caméra et je lui dis tiens je vais te filmer parce que généralement c'est toujours toi qui filmes, donc pour une fois tu vas être sur la vidéo, et donc je m'amuse à filmer, et puis on va dire que je plaisante un peu sur le phénomène parce que je dis bon bah si vous êtes là, manifestez-vous, peut-être que vous avez peur de vous montrer, etc. Enfin, je me moque légèrement quand même du phénomène. Et apparemment, ils apprécient pas trop. Et d'où l'expérience que je vais avoir juste après. Et effectivement, après, quand on est reparti, j'avais toujours cette oppression hein, dans la poitrine. Et quand on arrive à nouveau à l'entrée du Bois du Loup, tu pourras, je pense, montrer l'image Tout à fait. de à quoi ça ressemble, l'entrée. Et puis là, on est quatre. On est quatre, donc j'ai un ami sur ma gauche, j'ai un autre ami sur l'autre gauche, et M qui est en face de moi avec sa caméra pointée sur nous. Il fait nuit noire. Il n'y a pas de vent, rien du tout. On voit à peine. Si on n'a pas de lampe, si on a rien, rien n'est éclairé en fait. Et à ce moment-là, un des amis, le deuxième, donc sur ma gauche, entend un bruit. Il entend des bruits de pas.
Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, on discute de manière assez détendue. Parce qu'on est sur le départ, donc on a baissé la garde, parce que automatiquement, quand on se retrouve dans des lieux comme ça, on est toujours un peu sur nos gardes, on fait attention au moindre bruit, etc. Là, franchement, on était détendus et ça allait bien. Et j'ai remis aussi sur le tapis le fait que peut-être qu'il devrait voir quelqu'un pour éventuellement le déparasiter, parce que vu tous les phénomènes qu'il vit, etc. et Ouais, tout. Et c'est là qu'à ce moment-là, c'est donc entend un bruit, des bruits de pas, donc il va voir, il fait le tour, mais comme il voit rien, il se prend une toile d'araignée, etc. Il revient, et à ce moment-là, donc à côté de M, en face de moi, à 1,30 m, c'était 1,30 m environ, il y a quelque chose qui apparaît soudainement, mais ça a fait comme un vous qui vient du sol, comme ça, vous, qui éclaire en fait un personnage qui était là, une présence. En fait, j'ai vu une silhouette, donc une tête avec deux grands yeux noirs en plein milieu. Ça a duré quelques secondes, mais pendant ces... En fait, on ne sait pas trop finalement combien de temps ça a duré, mais quand il est apparu, j'ai reçu une vague de froid dans l'estomac, mais gelé, en fait, quelque chose de gelé, comme si, mais physique. Hein. C'est comme si on reçoit, je ne sais pas moi, une vague de froid dans l'estomac, instantanément. C'était pas transparent, donc c'était bien physique, c'était bien tangible, je voyais pas au travers. Et surtout, j'ai eu une trouille, mais alors une peur qui m'est apparue, mais jamais j'ai eu une peur comme ça, qui m'a traversée comme un fil électrique en fait, des doigts de pied jusqu'à la Mmh. racine des cheveux. Des frissons, mais vraiment, j'ai eu une peur. Ça, ça m'a traumatisée carrément. Pendant 1 an, je ne suis plus revenue après à cause de ça. Mais ce qu'il y a eu aussi, c'est que la personne qui était à côté de moi, elle a eu enfin lui, il a eu un sentiment de vide, comme s'il était dans le vide pendant quelques instants. Il a vu du coin de l'œil quelque chose qui s'est illuminé. Je rappelle qu'il fait nuit noire. Il l'a vu du coin de l'œil et il s'est senti dans le vide. Les autres n'ont pas vu l'apparition, mais jamais vu comme ça. Hein. J'ai jamais réagi comme ça jusqu'à présent. Enfin, j'avais vraiment, vraiment eu une peur. C'est parce que on se retrouve face à quelque chose de totalement inconnu. C'était à C'est-à-dire combien de mètres, de vous? 1,30 m, environ Ah 1,30 m. donc là, vraiment juste à côté quoi, tu pouvais pas le rater? Ah bah, il était en face de moi. Il était carrément en face de moi. Toi, Et tu avais dit oui, le pardon. problème, ouais, pardon. Non, non, je Le t'en prie. problème, c'est que quand on se retrouve donc face à cet être, on ne connaît pas l'intention. C'est comme si on est face à un humain, on peut éventuellement lire au travers de son regard, de sa gestuelle, savoir quelles sont potentiellement ses intentions. Mais là, c'est face à l'inconnu total. On ne peut pas lire ce genre de personnages, de créatures. On ne sait pas du tout quelles sont ses intentions. Et je pense qu'il y a eu l'instinct de survie, en fait, qui s'est réveillé immédiatement. Ça a On peut dire éveillé qu'il y a ça. une sacrée différence entre voir un ovni et voir un extraterrestre directement. Ah, mais complètement. Parce que quand on va dans le ciel, il est relativement assez loin, même si on a une rencontre rapprochée, peut-être à l'atterrissage. Mais là, quand on se retrouve face à une de ces créatures, bien en face de soi, sur terre, donc au sol, à 1,30 m juste en face, c'est pas la même. Ça n'a rien à voir avec un objet qu'on voit de loin dans le ciel. Est-ce que tu Là, peux c'est... faire la description la plus détaillée de cette entité? Alors sur le coup, comme je l'ai dit, ça faisait une forme. Donc il faisait la taille de M. D'ailleurs, il était à côté de M. Il faisait approximativement sa taille, alors que d'habitude, un gris, c'est plutôt petit, mais M, il fait au moins 1,75 m, peut-être même plus. Donc, cette créature était quand même assez grande. J'ai vu vraiment juste le buste, on va dire, le haut, la forme de la tête, les épaules, c'était humanoïde, et avec des grands yeux noirs en plein milieu de sa tête.
Et sur le coup, ça a été assez rapide quand même, mais son image s'est imprégnée dans mon esprit. D'où le fait qu'on a pu le dessiner ensuite avec mon ami, Franz, qui est dessinateur et il a pu reproduire en fait, ce que j'ai vu exactement et ensuite c'est parce que c'est pas fini, c'est qu'après on donc les autres, ils voulaient essayer de savoir où il était. Moi, ce que je voulais, c'était partir. Donc heureusement que je ne conduisais pas ce soir-là et que j'étais venue avec mes 2 amis, avec, 2 personnes qui étaient là. C'est eux qui ont conduit, heureusement, parce que j'aurais été dans l'incapacité de conduire. Et donc je rentre dans le véhicule, je me mets à l'arrière et je veux rien savoir. Je veux plus sortir et j'ai une hantise à ce moment-là. C'est quand on est à l'intérieur du véhicule, il fait nuit noire et les fenêtres, en fait, sont noires et j'avais qu'une seule peur, c'est qu'il apparaisse d'un coup à la fenêtre. Donc j'osais même plus regarder, j'étais comme ça, je me cachais le visage et je voulais rien savoir. Donc les 2 autres sont montés, dans la voiture. De toute façon, ils ont pas demandé leur reste parce que toute l'ambiance était glauque, toute l'ambiance était bizarre et donc on est tous repartis. Mais quand on est partis, on a pris le véhicule, on prend la route vers Coursegoule, vers direction Gréolières, parce qu'on avait un de nos amis qui dormait dans son fourgon à Gréolières, qui avait veillé avec nous en début de veillée, mais qui était reparti après, Jacques Garnier. Et je dis son nom parce que voilà, Jacques, c'était un ufologue de terrain avec qui j'ai fait beaucoup de terrain et qui est malheureusement décédé. Et donc lui, il était dans son fourgon à Gréolières et on voulait le rejoindre. Mais on s'est fait arrêter sur la route par 3 pierres. Et je vais expliquer pourquoi c'est important, parce que les 3 pierres étaient positionnées comme nous dans le véhicule. C'est-à-dire qu'il y avait le conducteur, le passager, puis moi derrière le passager. Nous, on était 3 positionnés comme ça dans le véhicule et les 3 pierres qui nous bloquaient la route étaient positionnées comme nous dans le véhicule. Pourquoi c'est un passage important? Parce qu'il y a une autre équipe qui était venue manger chez moi un après-midi, etc., qui était repartie de chez moi le soir, qui avait pris des petites routes de montagne, s'était retrouvée bloquée par 4 rochers sur la route et ils étaient 4 dans la voiture, positionnés exactement pareil. Et ça, c'était arrivé quelque temps avant. Donc ça, moi, ça m'avait marqué quand j'ai vu les 3 pierres. Peut-être ça n'a pas de rapport, peut-être que c'est juste une synchronicité, mais bon, moi, ça m'a parlé sur le moment. Et ensuite, quand on est arrivé à Gréolières, on a réveillé Jacques, on lui a expliqué ce qui s'était passé. Jacques était à moitié un peu endormi à l'arrière de son fourgon. Il dit OK, OK, et puis nous, on s'en va. Sauf qu'apparemment, il nous a dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit après, parce qu'il entendait des voix qui faisaient un truc comme ça, et il pensait que c'était peut-être son ordi qui était resté ouvert, ou un de ses micros, ou un de ses... parce qu'il avait toujours beaucoup de matériel, donc il a ouvert son coffre, il a cherché à savoir ce que c'était, et en fait, cette chose l'a empêché de dormir après. Donc, est-ce que ça nous a suivis, pas suivis? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et pendant 3 jours après cette expérience, mon mari, qui est habitué en fait à voir sortir la nuit, revenir au petit matin, etc., pour des veillées, ne m'avait jamais vue dans cet état. Pendant 3 jours, j'avais la boule au ventre, j'osais même pas aller fermer les volets, aller sur ma terrasse la nuit. C'était comme si j'avais été sur des montagnes russes, j'avais la boule au ventre vraiment tout le long, quoi. Tu as été traumatisé. Ouais, vraiment. J'ai mis 1 an avant d'y retourner et encore quand j'y suis retournée, j'étais franchement pas tranquille et quand on y est retourné l'année suivante, on a fait une reconstitution avec donc 5, on était 5 et il y avait notamment la personne qui t'a mis en contact avec moi. Il était présent et lors de la reconstitution, donc au lieu-dit à l'entrée du Bois du Loup, à ce moment-là, il y a eu un silence, il n'y avait pas de vent. Mais il y a eu une branche sur la droite qui s'est mise à bouger. Mais alors quand je dis bouger, c'est vraiment, vraiment comme s'il y avait quelque chose sur la branche, mais que cette branche-là.
comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'était posé sur la branche. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien sur la Oui, branche. notre ami Et commun nous en a parlé dans le témoignage, voilà, effectivement. elle bougeait vraiment comme s'il y avait quelqu'un. Il y a eu des sons, on peut dire, derrière les arbres, assez bizarres. Et à ce moment-là, on s'est tous regardés et je crois que personne n'a demandé quoi que ce soit. On s'est même pas dit qu'on partait, on est tous partis. On n'a même pas cherché à comprendre. Ouais. On est partis immédiatement. Mais ça arrive au col. C'est-à-dire que des fois, on peut arriver, on pense aller pour une veillée, etc. Et puis soudainement, on sent l'ambiance, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et on sent qu'on n'est pas les bienvenus et qu'il faut partir. C'est un peu ça. Tout à fait, oui, tout à fait. Je reviens sur l'entité biologique extraterrestre que tu as vue. Tu dis qu'elle mesurait approximativement 1,70 m, 75. Peut-être, comme tu n'as pas vu le bas, peut-être était-elle en lévitation. Ça, je ne pourrais pas le savoir. Honnêtement, Ou alors c'est un grand gris. c'est comme si elle avait été éclairée par un projecteur, comme si elle avait été là et qu'elle avait été éclairée par un projecteur qui venait du sol. Donc peut-être un hologramme? J'ai pas vu au travers. Ça semblait être bien, bien tangible, hein, comme je Il dis. peut y avoir des hologrammes qui paraissent réellement charnels aussi, hein. C'est pas forcément translucide. Ouais, c'est possible, hein, ils peuvent avoir. Je sais pas exactement. Je La tête du gris en question est comme on les représente en général, c'est-à-dire ouais, bah, comme une tête imberbe avec des yeux noirs qui en plein milieu de ça fait vraiment très étrange, des yeux aussi grands qui traversent le visage comme ça de chaque côté, c'est assez impressionnant. Puis surtout, tu as vu une bouche. les assez fine. Je devine une bouche assez fine, mais c'est comme je l'ai dit, cette image s'est imprégnée dans mon esprit juste après. Au début, c'était vraiment la silhouette avec deux grands yeux noirs comme ça. C'est tellement, on n'a tellement pas l'habitude de voir ce genre de choses que Cette c'est vision a duré combien de temps? quelques secondes. Mais en vrai, notion de temps, je pourrais pas le dire. Je sais même pas s'il y a eu un temps manquant ou pas. Je saurais pas le dire. Est-ce que tu te rappelles la façon dont cette entité a disparu? Non, pas vraiment parce que j'ai été complètement apeurée. J'étais tellement sous le choc, j'étais tellement tétanisée que Oui, ça a dû bloquer ma ma tout à fait. pensée ou non, je suis incapable de dire comment il a disparu. Je m'en Oui, quand il y souviens a un même. choc émotionnel, il y a souvent des parties manquantes, il y a des choses. C'est normal. Honnêtement, je ne m'en souviens pas du tout. Bien qu'il soit proche, tu es la seule à l'avoir vu. Oui, à part, j'ai dit la personne à côté de moi qui, lui, a eu une impression d'être dans le vide. C'était comme s'il était dans le vide. Est-ce que tu as une explication à à ce phénomène ou une théorie? Alors on a toujours, on pense à des millions de choses, hein. Au début, je me suis dit: «Est-ce que, c'est pas la caméra infrarouge de M, qui a flashé?» par exemple, parce elle était reliée, en fait, à une batterie qui était dans son sac à dos. Donc je me suis dit: «Est-ce que» on a essayé de penser à beaucoup de choses, différentes pour expliquer, mais il y a pas d'explication et Mmh. ma théorie, c'est possiblement c'est pour ça que j'insistais sur le fait que je lui avais aussi dit que ce serait peut-être intéressant qu'il voit quelqu'un qui puisse le déparasiter puisqu'il vit, beaucoup de phénomènes et cetera et peut-être qu'elle est apparue, par mécontentement, en fait, de dire, parce que alors pourquoi je pense comme ça? Parce que plusieurs mois après, j'ai eu M au téléphone, la fameuse personne. La créature était apparue à côté de lui et donc on parle de ça. On parle de ça pendant 1 heure. Rien ne se produit, tout va bien. Puis ensuite, on parle d'autre chose, on parle d'autres phénomènes et cetera, enfin du phénomène en général, pas uniquement de cette expérience. Puis vers la fin de la conversation, je lui rappelle
Si tu as autant de phénomènes paranormaux, etc., ce serait intéressant peut-être de voir un spécialiste dans le domaine qui puisse te dire ce à quoi tu as affaire, ou peut-être même si tu es parasité, essayer. Et à ce moment-là, et pourtant j'étais au téléphone, et pourtant on avait parlé de l'expérience avant, à ce moment-là, j'ai ressenti mon cœur qui battait d'un seul coup, sans aucune raison, et j'avais l'impression que la créature allait revenir. Du coup, j'ai coupé court à la conversation. J'ai dit stop, on arrête. J'ai dit, j'ai l'impression que ça revient, on arrête, on arrête. Et on a coupé. Et depuis, je fréquente plus trop cette personne. D'accord. Je l'aime beaucoup, mais voilà. Est-ce Je que prends un peu mes distances. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est pas lié à lui? Après, il y a eu Dr Jacobs, il me semble, qui avait aussi dit que lorsqu'il avait mené une enquête sur une personne qui subissait des abductions ou des phénomènes paranormaux chez elle, etc., il avait tenté de l'aider, mais en ayant tenté de l'aider, finalement, ces créatures s'en prenaient à lui. Et il s'est retrouvé, lui, en danger parce que ces créatures ne voulaient pas qu'il les approche ou qu'il aide cette femme. Donc, peut-être que ces êtres-là, quand ils ont un sujet auquel ils s'intéressent, ils veulent pas qu'on y touche, ils veulent pas qu'on essaye de... c'est possible. Imagine le trauma que ça représente pour toi sur une, je dirais, une vision de quelques secondes. Alors, imagine une personne qui se fait abducter, pardon. C'est là, Ben ouais, après j'ai vécu ça dans mon enfance, c'est peut-être aussi ça qui est ressorti, c'est quelques traumas de l'enfance, parce que quand j'étais enfant, j'ai eu des créatures qui apparaissaient au pied de mon lit, dans ma chambre, qui passaient à travers les murs. J'avais des choses, j'avais comme des masques qui apparaissaient dans le mur, avec ce genre de visage avec des yeux noirs. Tout pour quelque part me terrifier. Ça faisait penser un peu au film d'horreur quand un masque comme ça, et il se penche comme ça sur le côté, hop, et sans expression. Donc ça fait c'est voilà, peut-être ça a fait remonter aussi des choses en moi au moment où est-ce j'ai que ça, je te pose des questions, hein, tu sais, oui, oui, non, et mais, ce sont des questions qui parfois peuvent paraître bêtes, mais si je me mets à la place d'un certain nombre, est-ce que ça peut pas être le fruit de l'imagination d'une enfant qui a peut-être des problèmes dans sa vie et qui projette ça de toute façon? je pense pas, parce que mon frère le subissait aussi. On était 2. On était tous les 2 à vivre ce qu'on vivait quand on était enfant. On avait des choses physiques, hein, j'avais des marques sur le corps, parfois je saignais beaucoup du nez, mais j'avais aussi du liquide un peu jaunâtre ou vert que je retrouvais sur l'oreiller. J'avais des goûts métalliques dans la bouche. Avant qu'ils arrivent, parce que je les pressentais, souvent j'étais comme plongée dans l'univers. C'est-à-dire que ça me plongeait dans l'univers et dans un infiniment petit et infiniment grand en même temps. C'était vertigineux et j'en perdais un peu la notion de ce qui se passait, et souvent c'était ce qui se produisait avant qu'ils arrivent, en fait. Là, quand la créature est apparue le 17 juillet 2020, j'ai pas eu ça. C'est apparu comme ça d'un seul coup. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc, mais oui, en fait, le problème, c'est l'intention. On ne Oui. connaît pas leurs intentions, en fait. Et c'est ça qui fait peur, je pense. Oui. Certains te diraient que lorsque tu as vu ton gris, alors c'est ton gris maintenant à toi. Non, c'est pas le mien, c'est pas le mien, j'en veux pas. Non, non. Blague à part, tu lui as donné un petit nom, tout ça. Non, blague à Non. part. Certains pourraient dire aussi que c'est la projection de tes désirs profonds qui a engendré ce genre de phénomène. Alors, ce serait vraiment inconscient, parce que honnêtement, sur le coup, on pensait pas du tout à ça, puisqu'on était sur le départ. Et donc, c'est vrai qu'avant, j'avais demandé: manifeste-toi, si tu es là, d'un ton un peu moqueur. Donc, quelque part, c'est ce qui m'a donné une leçon, en disant: ah, tu veux que j'apparaisse? Ben voilà, mais regarde ta réaction. Ça Voilà. peut être ça aussi.
Parce que encore Oui. une fois, je le dis, c'est, vivre des phénomènes paranormaux ou de voir des engins dans le ciel ou même mais quand on a la créature bien en face, c'est pas Tu as eu du tout la l'occasion de voir à plusieurs reprises des ovnis, hein? oui, ouais, ouais. Oui, puis j'ai eu aussi, un phénomène, c'était en 2003 avec, ma meilleure amie où on était au col de Vence. C'était la première fois que je montais la nuit au col de Vence. Mmh. J'y avais déjà été le jour pour faire du cheval de temps en temps et cetera, mais là, c'était en pleine nuit, enfin, c'était avant la nuit tombée, on était juste partis pique-niquer et c'est vrai que au moment où, c'était entre chien et loup, la nuit commençait à tomber. Il y avait pourtant du monde, sur le parking au début et c'est vrai qu'il y a un type qui est arrivé en 4x4 en trombe. Il a ouvert sa fenêtre ou il est descendu du véhicule, je saurais plus me rappeler, faudrait demander aussi à mon ami et il nous a dit, «Restez pas là», il était vraiment très énervé en nous disant qu'il fallait pas qu'on reste là. Puis ensuite il est remonté dans le véhicule et je voyais une étoile, au loin et je dis: «Mais c'est une étoile ça ou peut-être un avion qui approche?» Et le gars il dit: «Non, c'est pas une étoile, ne restez pas là» et il démarre et il part comme un fou. Et à ce moment-là, j'ai mon ami qui me tire le bras et là, on voit au-dessus une boule orange. Énorme boule orange. Heu, C'était pas la lune puisque déjà, elle était même pas encore levée et hem et là, on a cette alors c'est pas une montgolfière, c'est pas on se pose des milliards de questions. On se dit: «Mais qu'est-ce que c'est un ballon là dans le qui fait la taille de la lune quasiment, même ouais environ, comme ça, qui est au-dessus de la montagne Saint-Barnabé». Et mon ami qui me dit, «Je le sens pas, il faut qu'on parte, on s'en va» et puis moi je lui dis: «Non mais attends, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est des trucs qui est accroché dans le ciel là, c'est pas enfin, c'est pas normal» et elle me dit: «Non, non, on s'en va, on s'en va». Donc on monte dans le véhicule et c'était un peu avant 20h30, c'était en début mai, 2003 et c'est vrai qu'on ne se rappelle plus de rien. On quitte le parking mais tout le chemin et cetera, on ne sait pas, ce qui s'est passé. On met à peu près 10 minutes du point A au point B, en sachant que toutes les routes sont sinueuses. Donc, on passe quasiment pas à une voiture, à 2 voitures, je veux dire. Donc, quand on croise une voiture, on risque de se prendre un arbre, faut faire attention. Et quand on arrive au point B, il est 23h45. On D'accord. voit l'heure et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'a même pas les phares et il fait nuit noire. Donc ça voudrait dire qu'on aurait fait tout ce chemin sans phare. C'est impossible, hein. Depuis, je le Oui, refais, c'est clairement impossible et quand on arrive donc au point B, la boule est toujours là et non seulement elle est toujours là, mais en plus elle se divise en 2 et il y en a une plus petite, rouge, qui se dirige vers nous assez rapidement. Ce qui génère la panique, chez mon ami à côté qui me dit: «Ferme les fenêtres!» au cas où ça rentre, hein, on sait pas. Donc je ferme, les fenêtres. C'était une voiture, de location en plus, donc elle avait peur et on s'est retrouvés entourés d'un brouillard et sur une route, de gravillon alors qu'on était, il y avait plein de cailloux, on entendait des cailloux sur la route alors qu'on était censés être sur du goudron, hein, clairement et là, plus rien. Blackout de nouveau et on se retrouve plus bas, garés sur le côté droit de la route et c'est le clignotant, en fait, qui va nous sortir de notre état. On sort du véhicule un peu hébété, on lève les yeux et on voit les 2 boules qui font, face l'une à l'autre et elles sont bien présentes, on les a pas rêvées, elles étaient là et là, on rentre dans le véhicule et on se dit, c'est voilà, on dit plus rien, on est estomaqués, on rentre chacune, chez nous et puis on n'en parle plus et puis quelque temps après, elle me rappelle en me disant, j'ai remarqué un triangle bleu, comme un espèce de tatouage bizarre, sur mon épaule, sur l'épaule droite et elle me demande si moi j'ai quelque chose et effectivement quand je regarde et tout après oui, j'ai un triangle bleu, sur, alors je sais pas si on verra mais, j'ai un triangle bleu sur l'avant-bras que j'ai toujours et elle aussi et d'accord.
Donc voilà, et c'est tout. On n'en sait Est-ce pas que plus. est-ce que tu as fait des séances d'hypnose régressive? Alors j'ai fait ça, mais c'est beaucoup plus récent, j'ai pas fait ça à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans ce sujet-là. Je savais même pas que des ufologues, existaient, je savais même pas que l'ufologie existait. Et c'est vraiment en 2004 que je me suis mise à enquêter. Ensuite, c'est là que ça a commencé à cause de ça. Parce que je me suis dit: «Attends, c'est pas normal». Déjà, ça m'a confirmé que ce que j'ai vécu, c'était peut-être pas juste des rêves ou des cauchemars, c'était peut-être vraiment réel. Et à partir de là, c'est là où je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de témoignages similaires à ce que j'avais vécu Oh quand oui. j'étais voilà, beaucoup de témoignages, de gens qui avaient subi pour la plupart et d'autres qui ont vécu, ces choses-là et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à enquêter donc les régressions sont venues beaucoup plus tard. Je l'ai fait avec, Isabelle de Cocheco, du Cerveau France et mais on a voulu se focaliser sur, l'événement de 2003, donc cette apparition de Boule Orange. Il y avait rien à faire. Au lieu de me ramener sur cet instant-là, ça me ramenait à quand j'avais 7 ans. Ça me ramenait quand j'étais enfant et que, ma mère me couchait le soir en me lisant une histoire et cetera, même quand j'avais 7 ans, elle venait, nous dire bonne nuit, elle lisait une histoire et j'étais en pyjama. Eh bien, quand elle repartait se coucher, je me levais, je me rhabillais parce que je voulais pas y aller en pyjama, comme si parce que je savais qu'il venait me chercher. Enfin, et ça me ramenait à ça à chaque fois. On a essayé, hein, de se focaliser sur, ce qui s'est produit, en 2003, mais non, ça me ramenait à quand j'avais 7 ans. Tu en parlais à ta mère, de ce que tu vivais? Oui, non, mais mes parents, ils ont aussi vécu des choses, ils ont aussi, des expériences et puis surtout, ils se souviennent de ce qui s'est produit quand j'étais enfant, ouais. Et pour mon frère aussi. Mon père, il avait mis pour mon frère, il avait mis plein de fils, avec des petites clochettes devant les fenêtres parce qu'il se disait: «Mais c'est pas normal, s'il y a quelqu'un qui rentre par la fenêtre ou qui s'en prend à mon fils» et cetera et évidemment, ça sonnait jamais. Du coup, ça avait donné l'idée à mon frère d'en mettre partout dans sa chambre. Il avait mis des fils avec des clochettes, comme ça, il était prévenu si quelqu'un, rentrait dans sa chambre. Évidemment, Oui. ça ne fonctionnait pas. Ça sonnait jamais. Mais il continuait à vivre l'expérience. Il disait qu'il venait le chercher la nuit, ce qui fait qu'il s'était fabriqué une batte en bois comme une batte de baseball, il dormait, avec ça, sous son oreiller Mmh. et heu et souvent, je dormais avec lui dans sa chambre parce que moi aussi il m'arrivait des choses. Donc on était tous les 2, on se disait que si la créature ou quelqu'un arrivait, il taperait dessus avec sa batte, quoi. Alors, Mais une question que certains aussi doivent se poser, tes parents, enfin vos parents vous parlaient de ce genre de choses-là donc? ah oui, mais que depuis 2003, en fait, D'accord. Quand vraiment. vous étiez tout Heu, petit, ils ne vous parlaient pas de ça? J'en parlais à ma mère, mais elle nous disait qu'on faisait des cauchemars ou OK, qu'on d'accord. rêvait elle cherchait à nous rassurer, en fait. Elle Donc il n'y a cherchait pas eu vraiment à d'influence des parents sur votre psyché qui vous aurait un peu non, ils travaillaient énormément, ils avaient pas vraiment beaucoup de temps, hein, c'était l'époque d'accord. qui voulait ça. Donc L'hypnose après régressive pour le gris que tu as vu, tu en as fait? non, Tu non, voudrais en faire? étrangement, bah, c'est bizarre, j'y avais jamais pensé. Le pire, c'est je pense que j'y ai pas pensé parce que ça m'a fait extrêmement peur et que j'ai pas Oui. forcément envie de revivre la situation. Mais ça peut être une idée. Ça peut être, je Je vais je reviens vais y sur penser. le cas des pierres, les pierres que vous avez vues sur votre chemin. Comment Ouais. ça se configurait exactement? Est-ce que tu peux être un petit peu plus, Bah, précise à c'est ce ça sujet? nous a ça nous c'était sur la route, ce qui fait que ça nous empêchait de passer. Après, encore une fois, il peut y avoir des pierres sur la route parce que, il y a des animaux qui font tomber des pierres, sur le côté, puis ça roule jusque sur la route. Ça arrive très souvent, hein, que je fasse très attention quand je reviens la nuit. Mais là, pour le coup, c'était vraiment 3 qui étaient positionnés comme nous dans le véhicule et ça m'a tilté parce que ce qui était arrivé avant à une autre équipe qui, eux aussi, avaient vécu ces 4
pierres alors qu'ils étaient 4 dans la voiture et qui étaient positionnés euh, comme eux dans le C'était des véhicule pierres sur la route. de Ils quelle étaient taille? clairement bloqués. Alors, elles étaient moins importantes que celles qu'avait vécu l'équipe qui en avait eu 4 sur la route. Eux, c'était carrément des gros, gros blocs de pierres. Nous, c'était un peu plus moyen, on va dire, mais c'était suffisant pour nous empêcher de passer, où on a dû vraiment faire un contour, quoi. D'accord, ok, oui, oui. Comment enfin, tu as une hypothèse si ça devait être lié à des entités extraterrestres, est-ce que ça t'amène à une hypothèse quelconque? Bah, l'hypothèse que ça me dit, c'est que si c'est le cas, bah, ils savent qu'ils étaient 4 dans la voiture, donc ils posent 4 pierres, et puis ils savaient qu'on était 3 dans la voiture, et ils posent 3 pierres. Mais ça aurait pu être des pierres qui soient positionnées totalement différemment que la position qu'on avait dans le véhicule. C'est vrai. Donc, bah, mais c'est pas une preuve non plus, c'est Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est une théorie, ça c'est peut être intéressant une quand même. Hmm. synchronicité, ça peut, voilà. Mais disons que oui, ça m'a interpellée. Est-ce que tu as Mais déjà reçu des messages télépathiques? quand j'étais enfant, ça oui, très souvent. Adulte, ça m'est arrivé d'entendre des fois une voix qui me réveille, par exemple, mais pas de message télépathique D'accord. qui va m'expliquer des choses ou qui va me dire de faire telle chose. Non, ça non. Puisque tu es une personnage public, hein, tu as fait beaucoup d'interviews, tu as même écrit un livre, on va en parler, on va participer à écrire un livre, on va en parler aussi. Comment réagit ton entourage proche et moins proche à tout ça? Parce que ça reste singulier et tu sais qu'en France, il y a une forme de nombrilisme qui ne dit pas son nom Mmh. et voilà, donc c'est parfois très compliqué en France d'en parler. Comment réagit ton entourage? Bien, disons que j'ai un entourage qui est quand même assez ouvert d'esprit, et j'ai aussi pas mal de personnes qui ont vécu des phénomènes avec moi. Donc généralement, ayant expérimenté en ma présence, des choses, forcément, ils ils sont plutôt, ouverts à cette possibilité, à la possibilité qu'on n'est pas seul. Te connaissant aussi, il voit bien que tu n'es pas une folle dingue. Non, et puis surtout, comme je l'ai dit, ils vivent des choses, avec Ouais, ouais, moi. ouais, en plus. J'ai un ami, c'était en 2003 aussi, quelque temps a après avoir, vu ce parce qu'il s'est passé beaucoup de choses le même mois, en fait, de quand on a vu la boule orange. Après, il y a eu des suites, heu et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, dans des situations un peu bizarres. J'étais à Nice pour aller voir un film, au cinéma avec un ami, que j'ai depuis cette époque-là, et quand on s'est dit: «Bon, avant la séance, on va prendre un café», donc on va dans un café, normal, et puis là, il y a on s'était mis l'un à côté de l'autre parce que c'était un peu bruyant, mais pas tant que ça, mais suffisamment pour qu'on puisse vraiment discuter du film qu'on allait voir, et cetera. Donc voilà, il était à côté de moi, et à ce moment-là, il y a une dame qui est rentrée, blonde aux yeux bleus, qui s'installe, qui demande à s'installer donc sur la chaise en face de moi puisqu'il y avait pas trop de place. Donc elle s'assoit là, et elle plonge son regard dans le mien et elle commence à me parler en me disant: «Nous sommes parmi vous, nous sommes présents», et cetera. Elle me disait tout ça. À savoir que la personne qui était à côté de moi s'intéressait à ces sujets parce qu'il était fan de Lumière dans la nuit, justement. Parce que son papa avait beaucoup de magazines qu'il avait conservés, de LDLN, et cetera. Donc lui, il était un peu fan de ça, et je ne comprenais pas que pendant qu'elle me disait ça, il ne réagissait pas. Et elle est pas restée longtemps. Elle me dit ça, elle se lève, elle s'en va, et je me dis: «Bon, bah, c'est une folle dingue, quoi, c'est, je sais pas, elle est bizarre», et donc je regarde mon amie, je lui dis: «Mais pourquoi tu as pas participé à la conversation? Tu te rends compte? Elle était en train de dire qu'ils étaient parmi nous, et cetera, je comprends pas». Il me dit: «Mais j'ai rien entendu». Je lui dis: «Comment ça tu as rien, tu étais juste à côté?» Il me dit: «Non, c'était comme s'il y avait une bulle». Il m'a dit: «J'ai tout fait pour vous écouter parler, je n'entendais rien du tout. Je voyais vos lèvres bouger, je voyais bien qu'il y avait une conversation.
mais je n'ai strictement rien entendu. C'est comme si vous aviez été dans une bulle. Et c'est pas un affabulateur, hein. C'est pas Oui. il raconte pas d'histoire. Donc voilà, ça c'est des choses étranges, que puis on a vécu des tas d'autres choses étranges avec lui aussi. Est-ce que tu arrives à te souvenir de l'intégralité enfin, du contenu de de ce qu'elle t'a dit? Non, non, non. Non, pas de tout, je l'ai pas écrit à l'époque parce que j'étais pas du tout dans ça et c'était en 2003, j'étais encore sous le choc sur ce qui s'était passé au col de Vence, certes, mais j'ai pas pensé à l'écrire et cetera. Par contre, en 2004, quand j'ai commencé vraiment à enquêter, là oui, j'écrivais tout. Oui. Oui, elle t'expliquait donc, cette personne ou cette entité que, ils étaient parmi nous et ils avaient, donc en l'occurrence, parfois les mêmes apparences que nous. Apparemment, puisqu'elle disait, en être. Mmh. Encore une fois, j'aurais pu penser que c'était une femme qui avait un problème, mais du fait qu'il se soit passé que le fait que mon ami n'ait pas pu entendre la conversation, il s'était rapproché. Il Bien avait sûr. vraiment tendu l'oreille. Il n'entendait rien. C'est qu'il entendait les bruits du café, Mmh. mais nous, rien. Rien du C'est tout. autre chose dans les apparitions, extraterrestres, ou ovnis. Il y a c'est assez récurrent, hein, que plusieurs témoins voient bien l'objet ou une entité et puis d'autres ne le voient pas du tout, alors qu'ils sont au même endroit. Mouais, c'est pour ça que ça joue avec notre conscience. Alors il y a plusieurs théories, hein. C'est soit ça vient, de soi, on projette à l'extérieur, soit effectivement, c'est eux qui jouent avec notre conscience, avec notre psyché et parce qu'ils nous connaissent bien ou parce qu'ils nous ont Ils ont une suffisamment écoutés. maîtrise parfaite du plan vibratoire. Oh, peut-être aussi, je serais incapable de le dire. On est toujours dans la spéculation au niveau de l'explication de ce que ça peut être. Tout à fait. Malheureusement, on a beau les vivre, on a beau avoir de l'expérience ou de vivre des expériences avec eux. C'est bien que tu parles comme ça parce que ça montre que tu n'es pas dans un gros délire New Age. Donc c'est bien Ah que non, tu aies ce recul. ah non, mais moi Hem, ils me fascinent, eux, hein. Quand ils disent, «Ah, ils viennent de telle planète, ils sont ceci, ils sont cela», franchement, moi j'ai aucune explication et pourtant je le vis depuis mon enfance, hein. Je sais pas du tout, ce qu'ils sont, quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils sont plusieurs, pas plusieurs? Est-ce que ça vient, de ma propre psyché? Est-ce que ça vient de l'extérieur? eh beh, C'est justement, j'allais te extrêmement. parler de l'attention des des extraterrestres. Est-ce que tu as tout de même, bien que n'ayant pas de certitude, une hypothèse ou des hypothèses sur leur présence, en l'occurrence sur Terre? Heu, ça reste de la spéculation évidemment parce qu'il y a strictement aucune preuve. Ce que je pense, c'est qu'il y a une forme de surveillance, une sorte de veille, il y a de l'interaction. Quand on me dit: «Oui, ils ont pas un droit d'ingérence et cetera», si, ils abductent et ils ça ils c'est, comment dire? Ça les gêne pas, hein, d'abducter Absolument. les gens et de se montrer et puis de faire certaines expériences psychologiques sur nous. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a une forme de surveillance, de la part de ces êtres, ouais. Mmh mh. Ou peut-être qu'ils sont intéressés par, si on prend le cas des abductions, par notre génétique, générationnelle, hein, c'est générationnel, hein, souvent, il y a les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont vécu des choses, même si à l'époque ils en parlaient pas, mais c'est fort possible. Il y en a qui ont su remonter à de longues générations, au niveau du phénomène. Souvent, bah, moi, par exemple, ce que j'ai vécu dans mon enfance, bah, ma propre fille a vécu certaines choses aussi, mais j'en parlerai pas par contre, parce que ça, c'est de Pas de l'ordre du problème. privé. Mais disons que oui, et puis il y a mon compagnon aussi, mon mari aussi, il a aussi vécu des choses et en ma présence aussi. Il y a de ça, c'était, je crois, j'ai les dates, j'ai dû le noter quelque part, mais à un moment donné, c'était un été, c'était en plein mois d'août.
à 18 h, donc il faisait encore bien jour. Il était assis sur la terrasse, il a levé les yeux, il a vu sept boules métalliques qui étaient sous les nuages et qui allaient à la même vitesse que les satellites qu'on peut voir dans le ciel d'habitude, sauf que là, c'était sous les nuages. Et moi, j'en ai vu 3 qui disparaissaient en fait après dans les nuages, mais il en a clairement vu 7. Il y a une recrudescence depuis un moment de boules de ce genre-là dans le ciel. Après, on ne sait pas. Est-ce que c'est du matériel militaire? Ça peut aussi, hein. C'est sûr qu'il a dû y avoir des avancées depuis 80 ans. Et aussi, évidemment, le petit peuple que nous sommes, ne savons pas tout. Et c'est ça, nous ne savons pas tout. C'est le principe même des services secrets. Puisqu'il existe des services secrets, c'est bien qu'il y a des secrets par définition. Oui, et puis c'est tellement compartimenté que c'est très complexe. Il y a plus de 18, enfin il y a 18 agences au sein du Pentagone américain. 18 déjà. Ouais. Donc ça fait beaucoup d'agences et qui ne se donnent pas forcément qui partagent pas forcément les informations entre eux. Et donc c'est compliqué, même pour un lanceur d'alerte, comme on voit avec la divulgation américaine, c'est compliqué pour eux d'avoir accès à toute l'information. Ils ont souvent de l'information partielle, en fonction aussi de ce qu'on veut bien leur donner comme information. Donc c'est toujours délicat, il faut le prendre avec des pincettes aussi. Puisque tu es avec Morgan in Black, est-ce que tu as étudié les Men in Black? Alors, j'en ai entendu parler, j'ai évidemment fait quelques recherches dans le domaine, notamment parce que justement en 2003, il y a eu un événement avec la personne justement avec qui j'étais au café et qui n'a pas pu participer ou entendre la conversation que j'ai eue avec cette dame. Lui-même, il a vécu un phénomène en bas de chez moi. À l'époque, j'habitais à Cap d'Aille, à côté de Monaco, dans un appartement. Et il m'appelle un soir parce que lui, il s'occupait il était jardinier en fait pour la commune de Cap d'Aille. D'accord. Et donc, il m'appelle un soir me disant: j'ai notifié une voiture noire aux vitres teintées qui se gare en bas de chez toi. Je trouve ça assez curieux. Et je lui dis: oui, bah, tu sais, on est à côté de Monaco, des voitures diplomatiques ou des voitures de ce style, il y en a plein. Il me dit: non, mais là, je sais pas, je trouve que c'est bizarre, je vais aller voir. Donc, il est allé voir. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il a vu 2 êtres qui étaient à l'intérieur avec des lunettes de soleil, en pleine nuit. Donc, les 2 personnages avec des chapeaux, avec des lunettes, un peu que du style Men in Black, hein, vraiment, avec des vitres qui étaient, une des vitres qui était à moitié baissée. Et apparemment, il a eu son cœur, l'être en fait s'est tourné vers lui avec ses lunettes de soleil, il l'a regardé, ils se sont regardés parce qu'il était de l'autre côté de la route. Il a eu son cœur qui s'est mis à se serrer, 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 et une vague de froid qui l'a complètement envahi. Il a pensé à ce moment-là qu'il allait mourir, franchement qu'il allait faire une crise cardiaque, il était en train de tomber sur ses genoux, il avait le cœur qui se serrait, ce sentiment de froid. Et la voiture s'est mise à démarrer, et au fur et à mesure qu'elle s'éloignait de lui, en fait, son cœur se desserrait, la chaleur reprenait dans son corps. Et il m'a dit que la voiture avait mis un temps fou pour prendre le virage. D'habitude, en quelques secondes, la voiture, là, c'était comme si le temps s'était rallongé. Donc ça, c'est vraiment... C'est intéressant. Voilà, c'est une expérience qu'il a vécue lui, qui l'a assez traumatisé aussi. Et ça, je rappelle que c'était un des événements qui s'est produit à la suite de la boule orange qui était apparue sur le col de Vence. Selon ta théorie, on est toujours dans les théories, est-ce que tu penses que mes collègues, les Men in Black, sont des entités extraterrestres ou des humains? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. D'ailleurs, Dr Lakatsky, qui était à la tête du programme ASAP, en a parlé avec Dr Con Kelleher dans une émission avec Jérémy Corbel. Il disait qu'il y a vraiment les deux. Il y a vraiment le phénomène Men in Black qui, lui, est attrait au phénomène. Mais il y a aussi des agents
CIA ou autres qui peuvent imiter les Men in Black. D'ailleurs, il a parlé d'une expérience qui aurait pu mal tourner, puisque aux États-Unis, beaucoup de gens sont armés. Et quand ces faux Men in Black, donc des agents, sont allés voir un témoin, il a sorti son arme et ça aurait pu vraiment mal tourner, quoi. Je l'explique d'ailleurs dans le livre de Briser le silence, OVNI, briser le silence. J'aime bien cette réponse-là. Je la trouve très, très, très intéressante. Tu as participé à un livre. Quel est le nom du livre et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, c'est OVNI, briser le silence. On peut le trouver à la Fnac, on peut le trouver sur Amazon, dans diverses presses. Après, en fait, c'est Daniel Robin on se contactait de temps en temps, on discutait pas mal, il me posait beaucoup de questions, on a beaucoup échangé et c'est vrai que Daniel, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de terrain. Le terrain, c'est pas juste d'éveiller le soir à attendre qu'un phénomène se produise, hein, c'est aussi les archives, c'est les Tout à fait. dossiers déclassifiés, c'est des recherches auprès des témoins aussi. Toi, tu sais bien parce que tu fais beaucoup de terrain, donc tu es bien au courant aussi de comment on procède. Il y a une méthodologie d'enquête, c'est Absolument. vraiment un travail d'enquête, et cetera. Et c'est vrai que Daniel, il a beaucoup enquêté, notamment sur les triangles noirs aussi. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur le sujet. Puis à un moment donné, il m'a demandé est-ce que tu as l'intention d'écrire un livre? Et je lui ai dit écoute, pas pour le moment, parce que j'ai tellement de projets, tellement de choses sur lesquelles je travaille que plus mon travail personnel, plus ma vie personnelle, et cetera. Donc c'était un peu compliqué. Bien Et sûr. il m'a dit bah, écoute, pourquoi on n'écrirait pas ensemble? Et j'ai dit bah, si tu veux, moi je peux te donner des informations et puis toi tu les écris. Parce que moi je ne suis pas écrivaine en tant que telle, quoi. Et il m'a dit non, je pense que ce serait bien si tu écrivais ta partie et que moi j'écrivais la mienne. Donc je lui ai dit bah ok, si tu veux, si tu penses qu'on peut s'accorder, pourquoi pas. Et en fait, vraiment cette collaboration, elle a été très positive et c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Je lui ai envoyé tous les textes que j'avais déjà écrits parce que j'écris beaucoup malgré tout les expériences, mes théories, des hypothèses, je fais beaucoup d'enquêtes, donc du coup, je fais des rapports que je garde précieusement de côté. Donc après, j'avais juste à reprendre certains de mes rapports et puis à les réécrire et à lui envoyer, en fait, au fur et à mesure. Et en fait, ça a fini par faire ce livre. D'accord. C'est ça. Tu peux donner une petite explication de quel angle a pris ce livre-là? Bien, en fait, ça vient surtout du fait qu'il y a eu donc cette divulgation américaine qui a commencé en 2017 avec l'annonce donc d'un programme qui s'appelait ATIP, puis ensuite une vidéo du Tic Tac qui a été donc publiée. Et à partir de là, c'est vrai que le débat, on va dire, est revenu sur la table, le débat ufologique, mais surtout, il est revenu aussi auprès des institutions, auprès des médias et partout dans le monde. Et c'est un sujet qu'ils ont réussi à ramener jusqu'au Congrès. Et maintenant, peut-être même jusqu'à la Maison-Blanche. Donc, du coup, on a vu cette évolution et on parle essentiellement de cette divulgation américaine, de cette possible rétro-ingénierie, parce que c'est ce qu'on apprend dans cette divulgation, c'est qu'ils auraient récupéré donc des engins, ils auraient récupéré des choses qui seraient non humaines, des technologies hyper avancées, qu'ils auraient apparemment rétro-ingénierées, et ça ferait partie de programmes secrets, de black programmes qui impliquent en fait des complexes militaro-industriels et des agents infiltrés, etc. Enfin, c'est une grande complexité. Et ce serait aussi l'enjeu, en fait. Alors, je mets des si, etc., puisqu'on sait que c'est en lien avec des anciens agents du renseignement, donc on ne peut pas non plus tout prendre pour argent comptant. Il peut y avoir différents objectifs derrière cette Tout à fait. divulgation. Et donc, le livre, en fait, on se focalise sur les menaces, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont été menacés. Donc, on se dit que si des gens ont été menacés, même assassinés, rien qu'en ayant voulu parler du sujet ou de certaines de ces technologies,
on se dit qu'il y a vraiment des enjeux derrière. Parce que d'aller jusqu'au point de harceler une personne et de la pousser au suicide ou Oui. de l'assassiner carrément ou de l'enlever, parce qu'il y a des scientifiques qui disparaissent. Donc là, on s'est dit qu'on en parle justement dans ce livre et on se dit qu'il doit y avoir quand même des sacrés enjeux pour qu'ils en arrivent là. Vous-même, en ayant écrit le livre ou en vous intéressant au sujet, vous avez déjà eu quelques pressions de certaines personnes? Alors le livre en tant que tel, non, pas pour ce livre. Disons qu'il y a des petites, il y a eu certaines choses, oui, il y a eu des petites anecdotes, on va dire que donc on reste un peu prudent malgré tout. Après, je pense pas vouloir trop aborder ce sujet. Parfait. On va dire que j'ai eu une rencontre aussi lors de l'éco-event qu'on avait co-organisé donc à la Sorbonne à Paris. On faisait quand même venir un personnage comme Christopher Mellon, etc. Je pense que ça a dû éveiller certaines curiosités. Donc j'ai eu quelques soucis effectivement à ce niveau-là. Par exemple, on a mis on a assimilé mon permis de conduire à une autre personne. Voilà, des petites choses comme ça qui se sont produites et qui sont arrivées aussi à mon ex-collaborateur. Donc c'était pas juste une personne isolée, hein, c'était l'autre aussi. Donc là, Oui. c'est plus anodin. Des petites embrouilles comme ça, une rencontre un peu étrange dans l'avion aussi, lorsque je me suis rendue à Paris avec une personne qui a eu des propos, on va dire, assez suspects. J'irai pas plus loin, mais voilà. Ensuite, C'était menaçant ou pas? on va dire que j'ai eu une expérience au mois d'avril cette année, quand je rentrais de Londres, en fait. Effectivement, j'ai reçu un appel américain me demandant d'arrêter certaines de mes recherches. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette recherche-là ou au décès d'un ami de mon mari qui est décédé au mois de novembre. C'était Howard Hughes, en fait, qui était un peu une légende en Angleterre, parce qu'il avait une émission qui s'appelait The Unexplained. Et donc, depuis des années, il parlait du sujet, etc. Il passait dans les médias, il était sur Talk TV. Donc, c'était quelqu'un d'assez connu en Angleterre. C'était un ami de mon mari depuis plus de 23 ans. D'accord. Et il était parti en Amérique du Sud et il s'est clairement fait assassiner puisqu'il a été incinéré extrêmement rapidement et que la famille a été prévenue de sa mort après l'incinération. Donc, c'est vrai que j'ai voulu en savoir plus là-dessus. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne saurais pas. Ou est-ce que c'est parce que j'écrivais le deuxième tome, parce qu'on est sur l'écriture du deuxième tome avec Daniel? J'en sais rien, mais c'est vrai que ma ligne a été sectionnée. La ligne du téléphone a été sectionnée sur le toit. Après donc cet appel, parce qu'en plus j'ai eu cet appel ce jour-là, mais où on me disait de faire attention. J'ai essayé de relever l'appel et au départ, le gars de mon opérateur avait remarqué donc l'appel à 15h02. Par contre, quand j'ai voulu ensuite faire une copie d'écran de l'appel en soi, même si on ne savait pas sa provenance, il n'y était plus. Cet appel avait disparu. Et ensuite, tout a été coupé le soir où je devais faire une interview justement avec Galacteros. Ce soir-là, j'ai eu des coupures, en fait. Et donc, je me disais, c'est bizarre, pourtant tout fonctionnait. Et donc, finalement, j'ai dû mettre en 4G avec mon téléphone pour pouvoir continuer, faire comment on appelle ça, lier les deux, pour continuer l'interview avec mon téléphone, puisque ma ligne ne fonctionnait plus. Et le lendemain, j'ai essayé de comprendre et ils m'ont fait venir un technicien, puis ils ont vu que la ligne, carrément de la ligne, était sectionnée. Donc, il m'a dit, c'est peut-être un cambrioleur qui était sur le toit, sauf que j'étais dans la maison, il y avait des lumières partout. Donc. Et voilà, des petites anecdotes comme ça. Encore une fois, on ne sait pas. Ça peut être des synchronicités, ça peut être un cambrioleur qui était là à ce moment-là, puisque je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Étrange coïncidence.
En tout cas, je te laisse le mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose à tout ça. Ben, je dis que le phénomène est extrêmement complexe et d'où je pense qu'il faut absolument garder cette humilité face à ce sujet, face au phénomène. On n'a pas les réponses. Même encore aujourd'hui, je pense que même des gens du renseignement n'ont pas forcément toutes les réponses. C'est vraiment un sujet qui nous dépasse et donc on peut rien affirmer. À ce jour, moi personnellement en tout cas, je peux rien affirmer. Je peux pas dire exactement ce que c'est, qui ils sont, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont véritablement physiques? Est-ce que c'est une projection, collective? Est-ce que c'est véritablement extérieur? Est-ce que c'est interdimensionnel? Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est des démons aussi, comme beaucoup de gens le pensent parfois, ou des anges, parce qu'on assimile ça aussi à ça. On ne sait pas. Donc, je dirais faire preuve d'humilité face au phénomène, c'est indispensable et ça permet aussi de garder une ouverture justement et de ne pas s'enfermer dans une idée. Voilà. Et ça permet aussi dans un orgueil. Oui. En tout cas, interview très intéressante et merci beaucoup pour cette transparence, d'avoir accepté cette interview pour OVNI France. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications avec le like qui va avec. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous-même vous avez vécu des expériences similaires ou autres. Contactez-moi, Morgan Priest officiel @gmail.com ou l'un de mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Merci beaucoup, vous étiez sur OVNI France.